Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre émission hebdomadaire Panorama Média. 3 sujets au menu de ce nouveau rendez-vous. Le premier, la lutte contre l'insécurité, les volontaires en question. Après le drame qui a frappé la mine d'or de Bungoun le mercredi 6 novembre dernier dans la région de l'Est, faisant une trentaine de victimes et de nombreux blessés, le président du Faso a annoncé le recrutement de volontaires dans les différentes régions concernées par l'insécurité. Le Conseil des ministres du mercredi passé s'est penché sur le sujet. Il sera question de fixer le cadre juridique de ce recrutement. Comment est-ce que vous appréciez cette nouvelle? C'est une des questions que je poserai tout à l'heure à mes invités. Affaire Naïm Touré, les dessous d'une arrestation. Ce sera notre deuxième sujet du jour. Interpellé et arrêté par la police nationale dans la nuit du mardi 12 novembre dernier, l'activiste Naïm Touré a passé plus d'une nuit en garde à vue avant d'être libéré le jeudi 14 novembre. Selon un communiqué officiel de la police nationale, cette interpellation fait suite à des publications faites par l'intéressé sur les réseaux sociaux, donnant lieu à l'ouverture d'une enquête. Cette arrestation a suscité de nombreux commentaires, surtout sur la toile. Certaines personnes voient même en cela une atteinte grave à la liberté d'expression. Quels commentaires faites-vous sur cette arrestation Naïm Touré? Le décryptage à suivre dans cette émission. Et pour boucler ce rendez-vous du jour, nous parlerons d'un autre sujet, le panel des anciens de l'appel de Manéga pour la paix au Burkina Faso, installé le 4 novembre dernier à Bobo-Dioulasso. Ils sont au nombre de 11 anciens issus de diverses sensibilités de la société. Ils doivent user de toute leur influence sociale pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Ces anciennes personnalités ou figures sont-elles à même de forger la paix au Burkina Faso? Question. Et pour aborder tous ces sujets, je reçois sur ce plateau 4 invités, 4 journalistes, 4 habitués de cette émission. À ma gauche, Moutamou Kani, il est le directeur de publication du journal L'Express du Faso. Bonjour Kani. Bonjour. Et Ahmed Zerbo, un autre directeur de publication, celui du journal Libération. Zerbo, bonjour. Bonjour, M. Paré. Ok. À ma droite, Josias Daviré. Josias Daviré est journaliste à Burkina Info TV. Bonjour Josias. Ouais, bonjour M. Paré. Ok. Et Ousseini Bansé, journaliste à la radio LPC, La Liberté de parler et de communiquer. Bansé, bonjour. Bonjour. Voilà pour ce qui est du décor de ce numéro de votre émission Panorama Média de ce dimanche 17 novembre 2019. Place maintenant au débat et à notre premier sujet, la lutte contre l'insécurité, les volontaires en question. Je vous le disais en introduction de cette émission, suite aux multiples attaques terroristes dans plusieurs localités du Burkina Faso, la dernière en date, celle de Bougoum dirigée contre les travailleurs de la mine canadienne Semafo. Le président du Faso veut le concours de tous. C'est dans ce sens qu'il a annoncé le recrutement de volontaires dans les zones concernées par les menaces terroristes et l'insécurité. Lors du Conseil des ministres dernier, cette semaine, il a été question du cadre juridique de ce recrutement de ces volontaires. Comment appréciez-vous cette nouvelle donne dans l'évolution de ce sujet, Monsieur Kani? Je crois qu'il n'y a pas de Burkinabé aujourd'hui qui ne soit pas prêt à défendre la nation. C'est dire que, en tout cas, d'où viennent les propositions ou les décisions qui pourraient nous permettre de sortir de cette situation, elles sont toujours les bienvenues. C'est pourquoi je voudrais, dans un premier temps, saluer effectivement cette volonté de faire recours à des volontaires pour effectivement lutter contre l'insécurité. Mais en même temps, j'ai une inquiétude. Une inquiétude parce que quand je me rends compte que c'est maintenant qu'on est en train de fixer le cadre juridique, tout en sachant, si j'ai bien compris, que cette idée n'a pas germé actuellement. Ça veut dire qu'il était possible et qu'on aurait pu situer le cadre juridique. Vous voyez, dès qu'on a dit on veut des volontaires, vous avez suivi certainement comment, effectivement, ça a pris la toile et les commentaires que les gens en ont donnés. Alors, ça m'amène à dire qu'effectivement, c'est comme si on prenait des décisions et après on cherche à les légitimer ou à les trouver d'autres solutions, ou enfin un cadre dans lequel il faut les mettre en œuvre. Nous sommes dans une situation d'urgence. Est-ce qu'il fallait justement faire cette annonce et maintenant chercher le cadre pendant que la situation est, je dirais, suffisamment grave? Alors, je ne crois pas. Alors, maintenant qu'on a dit on veut des volontaires, alors chacun s'est levé, moi je suis volontaire, On dit maintenant on va fixer le cadre. Toi tu dis que tu veux être volontaire, mais il y a un cadre.
si tu ne réponds pas au cadre, ça veut dire que tu n'y entres pas. Je suis d'accord. Mais je dis bien et je répète qu'il fallait effectivement fixer ce cadre. Mais bien avant. Et au moment où on donne l'information, on prend la décision, le cadre est fixé et le lendemain, aujourd'hui, il y a comme un manque de communication suffisante autour de cette question qui fait que chacun y va de son commentaire. Et ça, pour un pouvoir, pour un dirigeant, c'est comme si vous ne mûrissez pas suffisamment les décisions avant de les prendre. Sinon, je dis bien et je répète, il n'y a pas ce Burkinabé aujourd'hui qui ne soit pas prêt à défendre la nation. Mais maintenant, comment le faire? Ok. Et Zouzès, est-ce que vous êtes d'avis avec le Kani l'a dit tantôt, avec en tout cas une partie de l'opinion qui estime que c'est le contraire qu'on devrait assister? Ça veut dire qu'il fallait d'abord situer le cadre juridique avant de lancer le sujet. Non, pour moi, bon, c'est son point de vue, hein, c'est normal. C'est le pluralisme d'idées, c'est tout à fait normal. Mais j'estime que ce n'est pas tard, du moment où le recrutement n'est pas encore fait. Le cadre juridique vient fixer justement, je dirais, la carrière de ces hommes qui seront recrutés. Le cadre juridique voudrait qu'on dise ces gens qui seront recrutés. Appartiennent-ils à l'armée? Sont-ils comme sont des SND? Le volontariat répond à quels critères? C'est ça le cadre juridique. Et notamment avant même de les engager, il fallait donc réfléchir par rapport à ça. Et je pense que ce n'est pas tard du tout. Je pense qu'ils sont même dans le délai. Par contre, je dis, je répète, je reste sur ma position. Je pense que c'est vrai, à un certain moment, lorsque le pays est attaqué, le concours de tout le monde pour la défense du territoire national, c'est un acte constitutionnel consacré à la Constitution de 2 juin 1991, à son article 10, c'est normal. Mais je dis, je répète que moi, ma position, ça me semble un peu comme aller vite en besogne, parce qu'aujourd'hui, les problèmes qui ont créé ce tapanage au niveau donc, de la sécurité nationale, si ce préalable n'est pas réglé, je ne crois pas que ce soit le recrutement de volontaires qui puisse permettre donc de résoudre ce problème. Ce préalable, c'est lequel? Non, vous savez, comme on le dit, je lisais quand même quelqu'un, disons, qu'on appelle un spécialiste de l'extrémisme violent, qui est revenu à un certain nombre d'aspects. On sait qu'au Burkina Faso, et même aujourd'hui, les autorités de la place le disent qu'au Burkina, on a l'impression qu'on a 3 sortes de terroristes et qui combattent pas forcément, ils n'ont pas forcément le même point de vue, ils ne défendent pas la même cause, mais ils endeuillent quand même le Burkina Faso. Donc ça veut dire que le problème est à divers niveaux, qu'il faut véritablement comprendre, résoudre ce problème, ce préalable. Et lorsque je vois que l'annonce a été faite avec autre cuidance à l'issue donc de l'hécatombe de Bougou, donc moi j'estime que c'est d'aller vite en besoin lorsqu'on exprime des choses comme ça à l'issue donc de cet événement. Il faut résoudre le problème à l'interne et à l'externe et voir l'ensemble des... Je ne vous apprends pas qu'aujourd'hui, quand vous voyez un peu les idées qui se chauffent à travers les réseaux sociaux, il y a même une note, comme on n'a pas encore la crédibilité de cette note-là, on ne peut pas tout de suite parler de ça. Mais ça veut dire que véritablement, il y a un problème qu'il faut résoudre. Ils n'ont forcément recruté le volontaire. Aujourd'hui, même l'effectif qui est là est un effectif compétent qu'il faut aller avec le moyen de bord et vous allez voir. Rien que 2 à 3 jours, vous avez certainement suivi, lorsque la troupe est allée à l'offensive, vous avez vu le résultat. Ça ne pose pas de débat à ce niveau. Donc on aura l'occasion de revenir. Est-ce que la solution se trouve ailleurs? Mais pour l'instant, nous allons accueillir l'avis de Bansé sur le sujet. L'annonce a été faite dans une situation d'urgence. Les peuples burkinabés venaient de subir quelque chose d'assez dramatique. Auparavant, c'était des militaires qui étaient attaqués comme ça. Là, c'était des civils qui ont été attaqués de façon très dramatique. Ils ont perdu la vie dans des conditions assez atroces. Il fallait un message, il fallait rassurer les Burkinabés. Dans ce genre de message, certainement, les dirigeants peuvent en faire un peu plus que ce qui est demandé. Je pense que c'est ce que le président Kaboré a fait en annonçant cette histoire de volontariat. Et nous sommes dans un pays où les jeunes sont à la quête du travail et on confond volontariat avec obtention d'un numéro matricule pour servir. Alors que le volontariat, par essence, c'est pas ça. Vous voyez, le Burkina reçoit tellement de volontaires au niveau des États-Unis. Et même ici, nous avons un service de volontariat. C'est des gens qui s'engagent à servir à un moment donné pour une situation ponctuelle. Après, vous retournez soit dans votre formation, soit dans votre travail d'origine. Ce n'est pas du tout l'occasion d'avoir un boulot. Il va falloir peut-être les situer. Bon, comme volontariat n'est pas volontariat et qu'on parle de cadre juridique, on va l'attendre parce que, bon, dans notre cas, ça peut effectivement être un boulot. Mais toujours est-il que c'est pas ça, quoi. Quand vous n'avez pas mobilisé toutes les ressources à votre disposition,
ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Déjà, nous avons tellement de soldats à l'extérieur. Si la situation était aussi dramatique pour les dirigeants, je me dis qu'ils allaient les faire revenir. Déjà, nous avons des gens qui sont allés à la retraite. On sait qu'au niveau de l'armée, les gens partent à la retraite un peu tôt et qu'ils peuvent servir peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans même après leur retraite. Et ces gens de personnes, on les retrouve même dans les services de sécurité, au niveau des mines et bien d'autres institutions. Si la situation était vraiment dramatique, on aurait pu faire recours à eux. Et il y a l'expérience de la police de proximité. C'est vrai que ça n'a pas été trop utile, mais on aurait pu surfer sur ça pour faire face au terrorisme. Au lieu de tout ça, on fait parvenir un inconnu, volontariat, sur lequel il va falloir travailler sur un cadre juridique. Et quand on sait comment l'administration fonctionne en Burkina Faso, s'il faut respecter tous les rouages, quand bien même le gouvernement est passé maître à outrepasser tout, on s'est dit que ça va prendre déjà du temps pour ce qui est de la question du volontariat. Et les terroristes, ils n'attendent pas, ils attaquent. Donc, il va falloir d'abord utiliser ce qu'on a comme moyen. Et si on arrive à... Bon, je ne vais pas dire si on arrive à épuiser, mais si on se rend compte que ce n'est pas... Voilà, c'est pas suffisant. Ou efficace. Voilà, on peut toujours continuer à réfléchir sur cette histoire. Okay, mais Bansé, vous avez parlé tout à l'heure de faire revenir les soldats burkinabés qui sont à l'extérieur. Mais d'aucuns vous diront aussi que le Burkina Faso a tenu des engagements à l'international. Non, il y a des engagements, il faut faire très attention avec ces trucs-là. Il y a des engagements. Pendant longtemps, le Burkina Faso a été cité comme un pays exemple. Parce que nous avons toujours mis à disposition de l'organisme mondial, l'ONU, des fils de ces pays qui sont allés servir d'autres pays qui sont en difficulté. Il se trouve aujourd'hui que nous sommes en difficulté, en toute raison gardée, il n'y a pas de quoi qu'on renonce à certains engagements au niveau international, ce qui ne va pas faire de tollé, parce qu'ils vont comprendre que si le Burkina chute aujourd'hui, l'ONU même aura plus de problèmes parce que c'est eux qui vont déployer plus d'hommes, plus de moyens, plus d'armada, alors que si le Burkina a la possibilité de renoncer à certains engagements, ça fait du bien à tout le monde. Maintenant, je comprends un peu l'esprit, parce que le Burkina, on envoyait les soldats, c'est vrai c'était pour servir, mais c'était à la limite un des moyens pour ceux qui ont accepté la tenue au Burkina Faso de s'enrichir entre griffes. Et c'est toute la problématique aujourd'hui au niveau de l'armée. Si on les fait revenir, est-ce qu'ils auront les rémunérations assez intéressantes comme les missions onusiennes? C'est ce qui complique un peu les choses. Ok, merci. Et Ahmed Zerbo, il faut aussi signaler que dans l'opinion, il y a certaines personnes qui craignent l'avenir de ces volontaires, surtout leur sécurité. Et on sait qu'ils vont collaborer forcément avec les forces de défense et de sécurité. Leurs vies aussi peuvent être menacées. Hein. D'autres aussi craignent que ces derniers ne deviennent plus tard un problème à gérer. Quelle est votre appréciation par rapport à cela? Ok, vraiment merci. Okay. Je vais dire que par rapport aux propos de mon confrère Bansé, qui trouve que la situation n'est pas dramatique, moi à mon avis, elle est très 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 dramatique. Alors, si elle n'était pas dramatique, je pense que le chef de l'État n'allait pas parler de recrutement de volontaires. Alors, maintenant, pour revenir à votre question, je pense que ces volontaires-là, il faut reconnaître que est-ce qu'ils vont être utilisés comme des agents de renseignement, ou en tout cas, est-ce qu'ils vont les former comme des militaires pour aller au front? Alors, si c'est pour les former, aller les envoyer au front, je pense qu'il y a une inquiétude qui est là, puisque après, en tout cas, la lutte contre l'insécurité, qui deviendront donc ces volontaires, ayant appris en tout cas à manier, en tout cas à manipuler les armes. Alors, je pense qu'il y a une inquiétude à ce niveau. Il faut dire que le recrutement de ce volontaire-là, il faut reconnaître que la situation, comme je l'ai dit, elle est très très dramatique. Vous avez vu la sortie de Maître Passéré Titenga, qui dit en tout cas qu'il veut être enrôlé pour aller au front. À mon avis, c'est un message qu'il est en train de... Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'une position assez populiste? Non, ce n'est pas une position... Il a plus de 70 ans. Justement, c'est pour vous dire que c'est un message qu'il est en train de lancer au peuple burkinabé. Vous voyez, la situation étant grave, nous devons en tout cas nous battre pour en tout cas maintenir l'intégrité de notre territoire. Nous n'avons pas le droit en tout cas de céder une partie du territoire à ces terroristes-là. Donc je pense que c'est un message qu'il est en train de lancer au peuple burkinabé. Nous ne devons pas quand même baisser les bras. Nous devons avoir le courage d'aller au front, lutter pour en tout cas libérer le territoire. Je pense à mon avis c'est un message qu'il a voulu lancer. Ok, merci. Kani, il y a certaines personnes aussi qui estiment que le problème de l'armée burkinabé, ce n'est pas un manque d'effectifs. Certainement, ça se trouve ailleurs. Josias le relevait tout à l'heure. C'est dû certainement à un manque de matériel, un manque de logistique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Tout à fait. Parce que je me rappelle que la dernière fois, sur le même plateau, j'avais soulevé la question et en disant qu'effectivement, le problème aujourd'hui de notre armée, ce n'est pas un problème d'effectifs.
franchement, c'est un problème de moyens, c'est un problème de logistique. Parce que quand vous regardez, si nous avons effectivement, comme il a dit tout à l'heure, les moyens d'envoyer des soldats sur les théâtres des opérations au Mali, au Soudan et en Guinée-Bissau et partout ailleurs, où il y a des conflits, c'est que nous avons des effectifs suffisants pour sécuriser le pays. Parce que je ne pense pas qu'un pays puisse envoyer toute son armée à l'extérieur et rester sans défense. Donc si nous le faisons, c'est que nous avons les effectifs. Ça, maintenant, les moyens. Je l'ai dit la dernière fois ici. Vous voyez, on a l'impression que les terroristes, et ce n'est même pas une impression, c'est une vérité, parce qu'ils sont plus renseignés et plus opérationnels que nous. Et c'est dommage. Parce que quand vous allez, vous voyez, j'ai cité le cas la dernière fois du maire de Djibo, dont le calendrier était maîtrisé par les terroristes qui l'ont attendu et qui l'ont abattu. J'avais dit la même chose pour ce qui concerne l'attaque de Bungu, où pratiquement les terroristes étaient préparés, ils attendaient le convoi qui devait venir. Mais nous n'avons pas pu savoir que nous étions attendus. Et ça, c'est un problème qui se pose. Quand vous prenez le renseignement, même cette zone-là, selon ce que j'ai eu comme information, le réseau téléphonique n'est pas en règle, ne fonctionne pas dans cette zone. Est-ce que vous pensez que dans un pays qui est aujourd'hui en guerre, qui a besoin de renseignement, et qu'on trouve des zones où il n'y a pas de réseau, où on ne peut pas téléphoner? Mais il y a un problème. Comment pouvons-nous faire le renseignement si nous ne sommes pas suffisamment, c'est-à-dire si sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas de réseau? Et ou s'il y a des points où il n'y a pas de réseau. Ça pose un problème. Donc, finalement, je me dis que, comme quelqu'un le disait, mais la situation est suffisamment sérieuse. Mais j'ai l'impression, dès le départ, que nous n'avons pas compris ou nous n'avons pas pris toutes les mesures qu'il fallait pour effectivement, compartiment par compartiment, faire face à cette situation. Si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve à tâtonner. Je suis l'un de ceux qui... Franchement, si on devait me poser la question à savoir, les volontaires, qu'est-ce que vous en pensez? J'allais dire non. Parce que ce sont des gens que nous allons recruter. Maintenant, on est en train de fixer le cadre. Oui. À quel moment? Je vous ai dit qu'ils sont dans les délais. Les délais de quel délai? Les délais des terroristes? Mais nous avons des problèmes. Le délai, c'est quand? C'est quand les délais? Ils ne sont pas dans les délais. Au contraire. Ok, merci, c'est bien compris, Kani. Et Zouzasi aussi, on a remarqué aussi qu'il y a les sachets d'Ozo qui semblent répondre un peu favorablement à l'appel du président. Ils se disent mobilisés pour au moins se mettre à la disposition 1000 d'Ozo. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Bon, comme ce que je dis, quoi qu'on dise là, parce que chacun essaie de se mobiliser de son côté, c'est comme ce que Bansé a dit tout de suite, que certainement que Zerbo n'a pas compris, parce qu'il pense que la situation n'est pas aussi dramatique. Non, je crois que c'est une façon de dire, si les autorités estiment que la situation est aussi dramatique à ce point, on a des soldats qui sont déployés ailleurs, qui peuvent les ramener. C'est là que se pose le problème. Lorsqu'on aura épuisé toutes ces méthodes-là, c'est vrai qu'on n'attend pas forcément épuisé, mais la nonchalance en matière de redéploiement de nos forces de défense et de sécurité qui sont ailleurs nous donne l'impression que les autorités n'ont pas pris la mesure de la situation comme telle que nous l'attendons. À ce niveau qu'il faut voir les choses. Et je dis, on répète, que parce que, comme disait quelqu'un, on ne va pas dans l'armée par provocation, mais on va par vocation. C'est ce qu'il faut voir également. Donc je pense qu'au-delà de ça, les autorités actuelles savent que l'armée burkinabé, c'est vrai que ce plateau, je dis, le temps imparti pour ce plateau ne permet pas de donner un point de vue de façon exhaustive sur la situation de l'armée. Mais il faut comprendre qu'en si peu de temps, que l'armée burkinabé à un certain moment donné était désorganisée. On n'avait que seulement l'armée organisée autour donc, de la présidence. Et que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le régime est arrivé, il fallait, si on n'a pas pris la situation à temps pour organiser l'armée et que la situation s'impose, c'est à ce niveau qu'il faut essayer de voir. Parce que si on fait des tâtonnements pour permettre à certains individus d'entrer encore dans l'armée avec ces désorganisations, c'est vrai que certainement on va pouvoir vaincre le terrorisme, mais on aura encore une autre bombe à retardement. Ok, merci. Et Bansé, juste un mot sur le Dozo, la contribution de Dozo. Oui, toute contribution est bonne à prendre, mais je rappelle que ces genres d'expériences sont amères dans bien d'autres pays. Les dozos, ils sont bien structurés, ils fonctionnent très bien quand ils restent, quand ils font ce pourquoi ils sont créés depuis des lustres. Et je rappelle encore, c'est pas un rappel, les dozos, c'est pas qu'au Burkina, quoi. C'est une organisation où il y a des implications qui entourent un peu tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et ça part au-delà. On a vu leur entrée en jeu dans la crise ivoirienne et ce qui en est suivi. Si on pense que c'est bon, on peut l'expérimenter, mais je l'ai dit, toute autre organisation que l'armée qui intervient dans une crise
par la suite, ça devient un problème. Ok. Merci bien, Banzé. C'est compris. Fin de cette partie sur la décision du chef de l'État de recruter les volontaires dans le cadre de la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Place à notre deuxième sujet. Et là, nous parlerons de l'affaire arrestation Naïm Touré. Arrêté la nuit du mardi dernier par la police nationale, l'activiste Naïm Touré a passé un bout de temps en garde à vue avant d'être libéré le surlendemain dans la journée. Le motif, il s'agit, selon la police nationale, d'une enquête ouverte à son encontre. Selon son avocat, Maître Prosper Farama, on reprochait à son client d'avoir tenté de démoraliser les forces de l'ordre et de sécurité par un post qu'il aurait publié sur sa page Facebook. Quel commentaire faites-vous sur cette affaire arrestation Naïm Touré? Zerbo? Ok, vraiment merci. Il faut dire que son arrestation a fait effectivement un grand bruit dans tout le pays. Moi, à mon avis, en tout cas, c'est un enlèvement qui a échoué. Puisque l'heure à laquelle il a été arrêté, 22h, selon la loi en tout cas, à partir de... C'est-à-dire l'arrestation d'un citoyen se fait entre 6h et 21h. Au-delà de 21h, je pense que c'est autre... Voilà, ok. Au-delà de 21h, je pense que ce n'est plus une arrestation. Et dites-vous, c'est un enlèvement qui n'a pas abouti parce que ils sont venus en civil, 2 policiers en civil et dans un véhicule banalisé. Alors, moi, je pense que ça, c'est une atteinte très, très, très grave, effectivement, à la liberté d'expression, à mon avis, hein, puisque Naïm Touré, c'est vrai, c'est un activiste, il est très transient, il est très critique, mais, alors, nous, les Burkinabés se sont battus, en tout cas, pour avoir la liberté d'expression. L'histoire récente de notre pays, l'insurrection populaire, de 2014. De 2014. Alors, les Burkinabés se sont battus pour, effectivement, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Si aujourd'hui, on empêche en tout cas les Burkinabés de s'exprimer librement, moi je pense que c'est une atteinte très très grave, effectivement, à ce acquis-là, en tout cas à cette lutte qu'on a effectivement menée pour avoir en tout cas cette liberté d'expression. Okay, merci. Et selon certains aussi, M. Kani, oui. Naïm Touré fait l'objet d'acharnement de la part du pouvoir parce qu'il est vu comme un dérangeur. Zerbo l'a souligné tout de suite. On se rappelle encore de sa publication où il estime que certains responsables politiques ne sont pas à leur place. Oui, mais s'ils ne sont pas à leur place, tout le monde le sait. De toute façon, vous avez parlé d'une enquête. S'il devait s'agir d'une enquête, qui a ouvert l'enquête? Il n'y a que le procureur du Faso qui peut ouvrir une enquête et demander à ce qu'on arrête quelqu'un. Qui a ouvert l'enquête? Ensuite, si nos forces de défense et de sécurité sont suffisamment mobilisées, ce n'est pas un poste de Naïm Touré qui peut les démobiliser. Parce que finalement, démobiliser. Démobiliser, je répète le mot. Alors, ce qui veut dire que il y a quand même un problème. Et souvent, je me pose la question, si dans le système de rock du président là-même, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui travaillent contre lui? Parce que je me pose la question, parce que finalement, on est en train de faire de Naïm Touré un martyr, un héros. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir qui est ce petit-là, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Et tout le monde veut aller sur sa page pour savoir qu'est-ce qu'il dit. Finalement, le procureur a dit quoi? Il n'y a rien contre lui. Ouais. Et tout ce bruit-là, pour tout ça seulement. Mais j'ai l'impression, et souvent c'est la question que je me pose, est-ce que le pouvoir est aussi si fébrile? A-t-il si peur pour vraiment s'attaquer à du rien, finalement? Non. Quand on décide de faire, on le fait. Quand on ne peut pas, ben on dit on ne peut pas. Et c'est la question. Aujourd'hui, franchement, vous prenez le cas Zaïda, Pascal Zaïda, c'était pratiquement la même chose. Vous prenez Safiat Lopez, c'était pratiquement la même chose. Vous prenez les syndicats qu'on a gazés avec comment il s'appelle encore l'APN? Non, l'APN, non, le syndicaliste là. Bassoma Bazier. Souvent, je me demande, mais est-ce qu'on est en train de virer un peu vers une certaine dictature ou une certaine fermeté? Et d'ailleurs, j'ajoute, et je l'ai toujours dit, vous voyez, quand on parle de la séparation des pouvoirs, il faut faire très attention. Séparation des pouvoirs ne veut pas dire qu'il faut éviter de collaborer. Oui. La loi doit tenir compte du politique et le politique doit tenir compte de la loi. Et les deux vont ensemble. Pourquoi se fait-il que quand on doit voter une loi, on l'envoie à l'Assemblée pour que les députés donnent leur point de vue? Oui. C'est pour qu'elle soit en conformité avec effectivement la volonté populaire. L'Assemblée étant l'émanation du peuple.
Alors, si tel n'est pas le cas, et le pouvoir reste dans son coin, et il prend ses décisions, il pense qu'il faut les appliquer. Et le législatif reste dans son coin et il prend ses décisions, il pense qu'il faut les appliquer telles quelles. Mais on est en train de tendre, soit on utilise la justice comme contre le peuple, et finalement c'est ce que je suis en train de constater, parce que les gens vont bientôt dire « Ah, il y a restriction des libertés collectives et individuelles, il y a atteinte de la liberté de presse, il y a à la liberté d'expression », mais finalement on se retrouve où? Après tout ça. Ok, Bansé, comment est-ce que vous appréciez cette arrestation de Naïm Touré? Bon, ça ne les fait pas quoi avant l'heure. C'est dommage pour un pays qui est en difficulté. C'est dommage. Et la situation de Naïm Touré, c'est dramatique pour notre pays, quoi. Je vous dis qu'il y a une fatwa contre ce monsieur-là qui a été décrétée au sein des milieux, notamment du milieu politique, du milieu au pouvoir. Et le matin, midi, soir, les activistes du parti au pouvoir, ce sont des postes contre... Je ne sais pas à quel moment au Burkina Faso, on a décidé par exemple que publier des informations faisant cas de meurtres par terrorisme fait de vous des apatrides. Je ne sais pas à quel moment et qui l'a décidé, mais c'est ce qu'on constate. Il y a ces histoires de Facebook, et par la suite on se rend compte que c'est ridicule pour tout le monde, quoi, pour la justice, pour le gouvernement et même pour le peuple. Parce que comme l'a dit M. Kani, Naïm Touré, on le laisse faire ses postes, il y a une législation qui est là. Si on constate qu'il a transgressé la loi à quelque niveau qu'il soit, les mécanismes sont là, on peut l'interpeller, on peut le juger. Mais l'affaire un enlèveur, comme ça, c'est juste dommage. Et je l'ai dit encore, les partis au pouvoir doivent faire très attention, notamment dans la période critique que nous vivions. Vous prenez ces partis, aujourd'hui les communicants les plus célèbres de ces partis-là, de Ouagadougou à Bobo, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui ont tout, je ne vais pas dénigrer parce que le diplôme n'a rien à voir avec les rendus, mais dans l'information, notamment au niveau de l'écrit et sur le web, quand vous confiez votre communication à des gens qui ont les CP, les BPC et qui ne s'y sont pas forgés, parce qu'on peut ne même pas avoir les CP, mais si on se forge, atteindre des niveaux, des doctorats et des professeurs. Mais là, ce sont des gens qui n'ont pas les CP, ou qui ont les CP, qui n'ont pas les BPC ou qui ont un mauvais BPC et qui ne s'y sont jamais formés, qui doivent communiquer au nom du parti au pouvoir. Parce que quand vous prenez, il y a des gens qui sont des secrétaires généraux, chargés des web activistes du parti au pouvoir. C'est eux qui communiquent, c'est eux qui insultent Naïm Touré du matin au soir, sans pour autant dire ce que les gars ont fait comme crime. Et si la justice doit s'en mêler, je crois que c'est à la limite. Je n'ai vraiment pas de mots, mais au niveau du parti au pouvoir, il va falloir recadrer les choses au niveau de la communication et communiquer bien. Moi, je l'ai toujours dit. Faites ce que, par exemple, votre parti fait comme réalisation, ce que le président du FASO fait comme réalisation, et laissez les autres parler. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Oui. Et c'est normal même. Et Zosias, selon son avocat, Maître Prosper Farama, les conditions de l'arrestation de son client, c'est-à-dire Naïm Touré, ressemblaient à un enlèvement et même une atteinte grave à la liberté d'expression. En tant que journaliste, cette liberté d'expression qui est tant chère au métier de journaliste, comment est-ce que Zosias apprécie cela? Non, quand il dit que ça ressemble, peut-être qu'il a voulu être moins choquant dans ses propos. Sinon, au premier moment, tout le monde a dit que Naïm Touré a été enlevé. Donc, c'est l'expression, c'est ce que tout le monde a apprécié. Mais au-delà de ça, il faut être clair. Moi, personnellement, j'ai quand même apprécié cette action. Pas parce que Naïm Touré a été enlevé ou arrêté, mais ça a permis au moins à la population, une grande partie de la population de comprendre un peu, non seulement la faiblité de nos forces de défense et de sécurité, qui se laissent parfois manipuler. Là, je le dis, je suis désolé de dire que dans un contexte de sécurité, dans un contexte post-institutionnel, les politiques ne doivent pas continuer à manipuler ni la justice, ni la défense et la sécurité. Il faut arriver à un certain moment, même si on veut l'utiliser, il faut savoir respecter, ne serait-ce qu'un temps soit peu, la limite de la limitation du pouvoir de chaque entité. Donc, ça permet de comprendre. Ça, c'est un. Et ça permet aussi, le procureur, si vous avez suivi les différents communiqués au premier moment, le procureur qui dit ne pas être associé. Oui. Donc, ça veut dire que ça a débouté, ça, moi, personnellement, et tout le monde bu pour cette unité de police qui a posé l'acte aujourd'hui, ben, c'est quand même, ça a été. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'au premier instant, on ne savait pas c'était quel. C'est ça que je dis, quand il a dit ça ressemble à c'était un enlèvement. Oui. Mais j'ai dit, je ne dis pas comme les élèves l'ont dit, on ne baisse pas la fièvre en cassant le thermomètre. Un pouvoir de ce type qui veut véritablement être proche de sa population doit parfois même écouter et accepter certaines critiques parce qu'on trouve chaque fois quelque chose d'intéressant à corriger.
celui qui vous critique n'est pas forcément votre ennemi, mais certainement qu'il a le souci que vous corrigez certains tares. Si ce n'est pas le cas, il faut banaliser, c'est dire. Comme Kani l'a dit aujourd'hui, on a formé, Touré aujourd'hui est devenu une haute personnalité suivie de près par les droits de l'homme. Hein, et c'est eux qui l'ont fait. Autrement, moi je serais à sa place comme... Je vais vous donner un exemple. Je prends le cas du ministre Laurence Iboudou, qui a posé un acte que moi personnellement ne m'a plu, parce qu'il y a un individu qui a fait un poste, la diffamant sur des faits. Elle ne sait pas dire que je suis ministre et puis dire, je l'ai fait arrêter. Elle a porté une plainte contre le monsieur en bonne et due forme. Le monsieur a été auditionné et reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et qui a écopé la peine dûment remplie par la justice. C'est comme ça qu'il faut aller. Si vous pensez que, surtout qu'on a une nouvelle loi qui est votée et promulguée, même si nous disons que c'est une loi anti-liberticide, et c'est une loi liberticide, j'allais dire, mais au moins la loi existe. Si vous pensez qu'il a posé des actes qui vont dans l'encontre de la procédure de la démoralisation des troupes, la loi est là. Convoquez-les, ce n'est pas aussi un grand pour partir de la levée comme si c'était un général de l'armée. Convoquez-les, il vient, il répond, ça ne va pas, vous l'auditionnez, vous l'enfermez. Mais posez, c'est très dangereux quand même. Ok, et Ahmed Zerbo, toujours selon Maître Prosper Farama, le parquet n'a rien retenu contre son client. Et selon vous, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un tapage pour rien? Est-ce que, franchement, Kani l'a relevé tout de suite, est-ce que les autorités ne tombent pas aussi? Est-ce que cela ne fragilise pas davantage l'image, ça ne corrige pas l'image de l'État? Oui, je pense que moi, je salue d'abord la décision du procureur qui, effectivement, qui a trouvé que bon, rien n'a été retenu contre Naïm Touré. Alors, il faut dire que, vous savez, le pouvoir actuel, soyons honnêtes, il est paniqué. Je ne sais pas, c'est dû certainement à la situation actuelle, les attaques terroristes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la sérénité au sein du pouvoir actuellement. Sinon, comment, en tout cas, ordonner l'enlèvement, je maintiens toujours le mot, l'enlèvement d'un citoyen à une certaine heure. Et qu'est-ce qui prouve que, après l'enlèvement, ça n'allait pas aboutir à autre chose? Puisque quand il a été arrêté, on l'a conduit dans une localité, en tout cas dans une cellule qui était inconnue de son avocat, oui, de sa famille. Alors, moi, je pense que ces genres d'actes, il faut éviter en tout cas de les poser. C'est très dangereux. Ça, non seulement ça ternit l'image du pouvoir en place, et ça ne donne pas une bonne image, effectivement, de notre pays à l'extérieur. Vous voyez, quand il a été arrêté, vous avez vu la réaction sur les médias internationaux, RFI qui a passé pratiquement son temps à parler effectivement de l'arrestation de Naïm Touré. Vous voyez, ça n'honore pas en tout cas, non seulement nos dirigeants, et ça n'honore même pas le peuple burkinabé. Je pense que pour effectivement poser ce genre d'actes-là, il faut mûrir en tout cas la réflexion avant de le poser. Okay. Et Kani, que répondez-vous à ceux qui estiment qu'il y a mieux que l'arrestation d'un individu qui ne fait que donner son point de vue sur des questions socio-politiques, économiques? Que répondez-vous à ces personnes-là? Oui, mais ils ont raison. Le carburant qui a servi à aller arrêter Naïm pouvait servir à faire autre chose. Parce que franchement, je le connais. Je ne sais pas en quoi Naïm peut-il être aussi dangereux et pour le régime et pour le pays. Je ne sais pas, je n'ai pas connaissance de ces accointances ni politiques ni militaires, son réseau d'information non plus, mais ce que je vois, ce que je lis le concernant, non, mais il ne dit que des choses qui sont vraies. À moins qu'effectivement on veut cacher un certain nombre de choses. Alors, si on veut cacher un certain nombre de choses, là on peut lui en vouloir. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, je crois bien, veut qu'on dise ce qui se passe au peuple. Qu'on dise aux Burkinabés quelle est la situation afin de leur permettre effectivement de prendre les responsabilités. Et c'est ce que Naïm fait. Maintenant, si on dit qu'il est en train de mobiliser ou de démoraliser les forces de défense et de sécurité, je ne pense pas qu'un seul individu, fut-il Naïm Touré, je ne sais pas, franchement, il n'appartient ni à un parti politique, il n'a pas un collectif, il n'a pas une OSC quelconque que je connais. Mais il y a des millions de personnes qui le suivent. Oui, mais justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais qui a fait en sorte que les milliers de personnes le suivent? Mais on l'a fabriqué. Mais quand vous fabriquez quelqu'un, attendez-vous à ce qu'il se retourne contre vous. C'est purement une fabrication d'un Touré. Okay. Voilà. D'accord. Et Zouzias? En fait, ce que je voulais dire au sujet de tout ce que ce soit Naïm Touré ou Kideni Bari ou Safed Lopez, je dis que le Burkina d'aujourd'hui a autre chose à faire
pour faire face, pour avoir vraiment la force pour faire face à la situation présente que de s'occuper des futilités. Je dis bien futilité. Le mot est un peu fort. Hein? Non, c'est pas fort. Je dis c'est des futilités. Qu'est-ce que le pouvoir, où ils ont mis l'adage selon lequel les chiens à bois la caravane passe. Ouais. Il faut aller véritablement sur le show. Aujourd'hui, on a dit la réconciliation, l'unité nationale, la promotion de la paix. Voilà autant de valeurs que nous citons aux lèvres de la bouche. Et on n'arrive pas à avoir le comportement qui accompagne ce que nous prédisons. Nous savons qu'aujourd'hui, on a dit que pour résoudre le problème terroriste, il n'y a pas seulement que la force du feu. Il y a aussi la réconciliation, il y a aussi la promotion de vivre ensemble. Certainement que nous allons arriver dans notre dernier thème pour parler même aujourd'hui où les personnes charismatiques se sont invitées dans le débat pour promouvoir la cohésion sociale qui fait la fierté de Burkina Faso. Si aujourd'hui, à travers vos actes, vous pouvez, ou du moins à travers votre soif de pouvoir, ou que sais-je encore, vous pouvez déjà, contraire à ce que nous disons chaque jour, la paix, ça pose véritablement un problème. Et aujourd'hui, je répète également, il faut faire de telle sorte à ne pas créer un conflit entre la population ou une partie de la population et les forces de défense et de sécurité. Quand vous amenez les forces de défense et de sécurité à poser un acte vis-à-vis de certaines populations, ça crée la rupture et ce n'est pas du tout intéressant selon le contexte actuel. Ok. Et Bansé, est-ce que, vu tout ce que l'on voit avec surtout l'arrestation de Naïm Touré, parce que ce n'est pas la première fois qu'il est interpellé ou même arrêté, est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'est-ce que le citoyen lambda, le citoyen, en tout cas X coin, peut publier sur les réseaux sociaux? C'est vrai, on a tout l'air que, comme s'il est interdit de ne pas critiquer. En griffe, si tu le fais, on t'arrête. Est-ce que ce n'est pas un peu cette lecture des choses qu'on peut faire? Non, si c'est la critique, je crois que les Burkinabés, moi y compris, nous sommes passés maîtres dans l'art de la critique. Et à ce niveau, ça se passe plus ou moins bien sur le net. C'est le cas de Naïm Touré et d'autres personnalités qui dérangent. Parce que, on le dit, ce n'est pas sa première fois de faire face aux autorités. Une des fois, c'était par rapport à l'histoire des dotations à Bobo, où voilà, les gens ont fait des dons et fait de l'exagération dans les prix. Il a dit que c'est faux, il avait totalement raison. Au lieu de l'écouter, on l'a enfermé. Et ça revient. À un certain moment, moi je dis, le pouvoir, ou tous ceux qui militent pour le pouvoir, ils doivent s'arrêter, se regarder et se dire, avant tout, nous sommes des hommes et on ne doit pas être révolté contre la vérité. Hein? On ne doit pas en vouloir aux gens parce qu'ils sont dans la vérité, tout simplement parce qu'ils ne sont pas avec nous. C'est honteux de savoir que M. Auguste Denibari a été arrêté de façon spectaculaire, avec des annonces communicatives pas possibles. Oui. On parle de coup d'État et après on se rend compte que c'est des vendeurs de poissons, de couteaux et autres qui sont derrière. C'est honteux. C'est honteux de savoir que Safiatou Lopez a été arrêté avec des drones, des pick-up déposés. Et par la suite, on se rend compte qu'il n'y a rien. C'est honteux de savoir que Naïm Touré va être arrêté comme dans un film hollywoodien. On le débarque, après, il n'y a rien. Maintenant, on fait l'inverse. Parce que nous oublions, ou le pouvoir oublie parfois, que les terroristes sont avec nous. Ils sont avec nous. C'est une partie de nous qui sont des terroristes. Si vous vous permettez d'enlever quelqu'un dans ces situations avec un véhicule privé tard la nuit, imaginez que la même position et la même situation soit reproduite par des terroristes. Et au niveau de l'opinion populaire, ben on va dire que c'est le pouvoir. Vous allez passer votre temps à vous débattre pour vous justifier, les gens ne vont pas vous écouter. Donc, il va falloir à un certain moment qu'ils essaient de jouer la balle à terre, d'accepter tout simplement, respecter les lois de la République, les lois qu'eux-mêmes ils ont juré de défendre. Et bon, ça va quoi, je crois que c'est plus simple pour tout le monde. Okay. Fin de cette partie sur l'affaire arrestation de Naïm Touré, place à notre troisième et dernier sujet. Et le concours des anciens est demandé pour la consolidation de la paix et de vivre ensemble au Burkina Faso. Ils sont au nombre de 11, tous issus de différentes sensibilités de la vie sociale, réunis autour du panel des anciens pour la paix, de l'appel de Maniga. Ils doivent user de toute leur influence sociale pour le retour de la paix au Burkina Faso. Et Kane, comment est-ce que vous appréciez l'initiative de l'appel de Maniga lorsqu'on sait que c'est vraiment des anciennes personnalités qui se sont retrouvées là-bas pour essayer en tout cas de participer à leur façon à la paix au Burkina? Oui, je l'apprécie de deux façons. La première façon, c'est qu'il faut effectivement se réjouir que des personnalités de tous ordres, c'est-à-dire voilà, venant de plusieurs milieux, aient enfin compris
qu'il faut effectivement se retrouver et prôner la paix. Parce que nous en avons besoin. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'en choisissant de se réunir et de s'associer pour défendre la paix, c'est que ces mêmes personnalités démontrent qu'effectivement, il y a eu défaillance à un moment donné. Et c'est ça qu'il faut corriger. Parce que si vous regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, comme dit quelqu'un, c'est tout le monde et personne. Parce que nous sommes tous responsables de la situation que nous vivons. Maintenant, si effectivement il y a des gens qui ont compris et qui se sont dit, ah, là il faut qu'on se retrouve et qu'on prône la paix. Maintenant, comment ça va se faire sur le terrain? C'est ça aussi une autre équation. Parce qu'il ne suffit pas de se dire, on se retrouve, on a des tuteurs ici, on a des ceci, cela, on a cela ici. Mais il faut effectivement que le message passe et qu'il arrive à qui de droit. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de paix, si on parle d'incivisme, on parle de tous les mots dont il est question, c'est qu'à un moment donné, il y a eu défaillance de façon décadente. C'est-à-dire qu'il faut remonter tous les échelons et effectivement faire en sorte que effectivement, ce qui est arrivé ne se reproduise pas. Et c'est là le système qu'il faut mettre en place. Je ne sais pas quel est le système qu'ils ont mis en place, mais pour l'instant, vous dites qu'ils sont 11. Je me réjouis. Et je sais que peut-être le nombre va augmenter, mais en attendant, je veux voir les résultats sur le terrain, et effectivement, avant de savoir qu'effectivement, cette histoire-là va porter des fruits. Okay. Et Josias, quelle peut être l'utilité de ces anciens lorsqu'on sait qu'il existe au Burkina plusieurs structures, je parle du H-Kroun et même du Haut Conseil du dialogue social, même le médiateur du FASO, il y a beaucoup de structures qui travaillent, qui militent pour la paix. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une structure de trou ou bien vous pensez que les anciennes personnalités, vu tout ce qu'ils ont pu faire engranger comme expérience, est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose pour la paix au Burkina Faso? Oui, pour le moment, nous pouvons leur accorder notre confiance parce que d'abord, c'est une initiative privée. Ce n'est pas comme les H-Kroun qui ont été mis en place, qui sont pas des institutions, mais des organismes mis en place par le pouvoir central. Mais cette fois-ci, il s'agit donc d'une initiative privée, des gens qui se sont retrouvés pour dire, bon, vu la situation, il faut que nous nous organisions de façon privée et qui ont décidé donc d'aller à la rencontre de certains anciens, des personnes charismatiques, des personnes pluridisciplinaires qui ont eu à un certain moment occupé quand même des fonctions ou des réputations assez importantes dans ce pays. On pense qu'ils vont jouer aussi le rôle. Derrière ce Panapax, il y a ce qu'on appelle le comité scientifique. Je suis pour essayer donc d'élaborer un document, de faire des plaidoyers. Je pense que l'initiative c'est très bien. Maintenant, comme disait sur le candidat de site, là il faut craindre parce qu'au Burkina on a tendance à tout politiser. Vous avez à l'époque les coutumiers qui étaient aussi les garants pour faire la promotion de la paix et de la cohésion sociale, qui est aujourd'hui malheureusement politisé. On se demande est-ce qu'il y a la confiance. Vous parlez du collège des stages? Non, je ne parle pas du collège des stages, je parle même des coutumiers. Okay. Les coutumiers de façon générale. Okay. Les coutumiers qui aujourd'hui, si les coutumiers n'étaient pas politisés, ils avaient quand même ce pouvoir d'intervenir pour calmer certaines situations. Mais malheureusement, ils ont été politisés. Vous avez le respect des anciens qui, malheureusement, aujourd'hui, pour des raisons politiques, n'ont plus de crédibilité aux yeux de la population. Voilà, c'est toutes ces questions-là pour dire quel sera le mandat qui sera leur donné, ou du moins quel sera le type de collaboration entre le pouvoir public et les Panapax. Voilà, c'est toute la question. Sinon, véritablement, quand il voit de près la qualité des hommes qui composent ce comité-là, donc c'est quand même une personne charismatique. Maintenant, ce qui dit, l'espérance de par le passé ont démontré à un certain moment donné que tant que le pouvoir public n'a pas la volonté d'aller dans le même sens, quel que soit ce qui sera proposé, ce sera effort vain. Et pour revenir maintenant, terminer, vous avez parlé tout de suite du collège des sages, qui à l'époque, effectivement, était composé aussi de personnes charismatiques qui avaient fait des propositions très intéressantes, dans lesquelles même il y avait le maître partenaire qui est aujourd'hui dans les Panampax, et à l'époque, dirigé par Monseigneur Anselme Tiama Sanou, qui est aujourd'hui dans les mêmes Panampax là, et qui avait fait des propositions pertinentes, mais qui ont accouché d'une souris. Parce que les propositions n'allaient pas dans le même sens que l'avis du pouvoir public. Malheureusement, c'est ça. Et on ne souhaite pas que si les mêmes ambitions venaient à s'attacher aux conclusions des travaux, aux propositions des textes donc de ces Panapax là, on n'est pas encore sorti de labyrinthe. Okay. Et Bansé,
Et dans ce groupe, ce panel, on retrouve des personnalités, comme il le disait tantôt, Monseigneur Anselme Titiama, on trouve Maître Passéré Titenga, on trouve Baro Dianguineba, et j'en passe. Et quelle est votre appréciation sur ce panel de l'appel de Maniga? Déjà, l'appel me pose un problème parce qu'il a été annoncé un peu dans le noir. Voilà, c'est comme si les gens voulaient cacher. Ainsi qui ont suivi un peu cette histoire d'appel de Maniga. Au début, c'est comme si c'était quelque chose de mystérieux, à cacher, à ne pas laisser découvrir. Ok, il n'y a pas de souci. Après, on a cerné un peu les 11 qui sont censés animer la chose. Mais ce qui me pose problème personnellement, c'est les hommes et les mécanismes derrière ces 11-là. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a des têtes qui reviennent pratiquement dans toutes les organisations. Et il y a des Burkinabés qui se sont spécialisés dans la création, l'animation des organisations pour s'enrichir. Ça, on ne va pas s'en cacher. Et que des vieux se réunissent pour sauver la nation, pourquoi pas? D'autant plus qu'ils ont prouvé les preuves. On parle de 98 avec ces histoires du collège des sages. Et personnellement, j'ai échangé à plusieurs reprises ces derniers temps avec l'archevêque Anselme Titiama Sanou. Je puisse vous assurer qu'il joue totalement de ses facultés et qu'il a encore cette intelligence et toutes ces connaissances qui peuvent aider le Burkina Faso. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. D'autant plus que personnellement, pour moi, les vieux au Burkina Faso ou les personnes âgées ont péché. La situation que nous avons vécue en 2014, il fallait avoir du courage, notamment sur des gens du troisième âge, pour dire certaines vérités. Il y a des acteurs politiques qui ont reconnu publiquement, au travers d'interviews, de déclarations, qu'ils étaient à la limite des incendiaires. Ils ont cogité, ils ont financé, ils ont organisé des destructions. Les vieux, pour moi, pouvaient dire, ok, c'est arrivé, c'est une situation dramatique, mais au nom de la nation, ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Et une fois que c'est arrivé, on doit trouver les mécanismes nécessaires pour faire réparation, interpeller les acteurs politiques, mais constater, en tout cas pour ce qui me concerne, la plupart du temps, et même l'histoire du Burkina Faso, quand j'y remonte, je me rends compte que nos vieux, les sages, pour plusieurs d'entre eux, ce sont des suivis. Quand un nouveau pouvoir arrive, leurs problèmes, ce sont des bénédictions, sans jamais ou rarement passer le temps à leur dire, bon, il y a des choses qui se passent, ce n'est pas intéressant. S'ils le font à l'unisson, c'est bon pour la nation. Mais très souvent, comme je l'ai dit, notamment pour les acteurs de 2014 jusqu'en 2019, ils se sont contentés des ristournes. Parce que vous avez vu, il y a plusieurs palais qui ont été rénovés, il y a des voitures qui ont été achetées, il y a des chefs qui sont devenus des riches, il y a des religieux qui s'enrichissent. Et on le sait que l'origine, ce sont des accointances avec des politiques. Tant qu'ils ne vont pas se ressaisir, ils n'auront pas cette aura-là. Souvenez-vous, pour ceux qui sont à Bobo Dioulasso, juste après l'insurrection, mais la personne la plus courtisée à Bobo, c'était l'imam Diafar. Et pratiquement tous les acteurs politiques qui passaient ici, ils passaient chez Diafar. Parce qu'il savait que quand c'était dur, il est resté dans la vérité. Quand je dis la vérité, ce n'est pas une vérité divine, mais au moins il disait des choses qui pouvaient être constatées par tout le monde, même s'il les dit de façon très crue. Et entre-temps, les acteurs politiques, eux-mêmes, ils ont constaté, ok, si on veut quelqu'un qui va nous dire des choses sensées, c'est mieux d'aller voir Diafar. Mais juste après ces événements-là, notamment juste avant l'élection, après l'élection, ils se sont retournés encore chez les vieux qui ne font que des bénédictions sans jamais les interpeller. Donc il est temps que les politiques... Moi, je me dis, à partir de 60-70 ans, si vous n'êtes pas capable de dire la vérité, votre vie n'a pas de sens. Ça, c'est le point de vue de Bansé. Et Zerbo, on a aussi vu que ce groupe d'anciens a choisi comme tuteur El Hadj Baro Dianguineba, un homme qui est vraiment bien connu dans le monde des affaires au Burkina Faso. Comment est-ce que vous appréciez le choix de cet ancien? Oui, il faut dire que Baro Dianguineba, c'est vraiment un vieux qui est digne de confiance, un vieux en tout cas qui est crédible aux yeux de beaucoup de citoyens. Alors, le choisir comme tuteur au niveau de l'Ouest, je pense que c'est une très bonne chose, à mon avis. Alors, parlant maintenant de l'appel de Manenga, je pense que c'est un appel qui est lancé pour l'unité nationale. C'est un appel qui est lancé pour la cohésion sociale. C'est un appel qui est lancé pour la paix. Et cet appel-là s'adresse effectivement à toutes les couches sociales, notamment la classe politique et les différentes communautés. Vous voyez, si au niveau de la classe politique, les hommes politiques arrivent à parler le même langage, à regarder dans la même direction, naturellement, en tout cas, il y aura, en tout cas, la paix reviendra dans le pays. Si au niveau des communautés, les différentes communautés, vous avez vu, les terroristes se sont attaqués, en tout cas,
une certaine communauté pour les monter les unes contre les autres. Si l'appel arrive effectivement à toucher ces communautés-là et qu'elles arrivent à comprendre que l'essentiel dans ce pays-là, c'est la cohésion sociale, l'essentiel, c'est le vivre ensemble, l'essentiel, c'est la paix. Je pense que l'appel de Maninga, à mon avis en tout cas, c'est une très bonne initiative. Et comme on l'a dit, les 11 personnes, et ils vont travailler en tout cas à ce que la paix revienne dans notre pays. Ok, merci bien. Et Panorama Média de ce jour s'arrête là. Était avec nous sur ce plateau Moutamou Kani, directeur de publication de l'Express du Faso, Ahmed Zerbo, directeur de publication du journal Libération, Josias Dabiré, journaliste à Burkina Info TV, et Ouseni Bansé, journaliste à la radio LPC, La Liberté de parler et de communiquer. Merci, chers confrères, d'avoir répondu à notre invitation. À vous tous aussi qui nous avez suivis, qui avez suivi cette émission. Merci pour la fidélité au programme de notre chaîne, la RTV2. Tout le plaisir était pour moi d'animer cette émission. À dimanche prochain, Dieu voulant, pour un nouveau rendez-vous. En attendant, retrouvez ce numéro de votre émission en rediffusion ce lundi après 22h30.